Bonjour et bienvenue à ce quatrième cours sur l'histoire des agricultures et les défis d'aujourd'hui. Donc, nous allons poursuivre maintenant dans ce que j'appelle les grandes révolutions agricoles, c'est-à-dire les révolutions agricoles qui vont suivre la première révolution agricole, qui est le néolithique, la création de l'agriculture. L'une des caractéristiques de la création de l'agriculture, c'est que ça va entraîner un accroissement des populations. Et cet accroissement des populations, progressivement, va créer plein d'unités qui vont ressembler à des États avec une cité et tout autour d'elle, une grande surface cultivée, faite essentiellement de paysans. Autrement dit, les villes vont être en quelque sorte des sécrétions, des apparitions issues du développement de l'agriculture. Donc ça fait des cités-États dont certaines sont très connues. Les premiers cités-États de Sumer, par exemple, ont été étudiés comme Ur, etc., ont été vraiment étudiés de façon conséquente. On arrive à des cités qui dépassent 10 000 habitants. Puis, ces cités se sont plus ou moins fait la guerre et ou unies, et ainsi on a eu des États, comme les Sumériens, il y a eu des États en Sumer, des États acadiens. Je parle ici que du Moyen-Orient. Je ne vais pas reprendre la même séquence pour tous les autres lieux parce que ça se ressemble. Mais au Moyen-Orient, les séquences sont assez claires puisque ça a été d'abord des États sumériens, puis Sumer s'est fait déborder par Akkad et a eu lieu le premier empire multi-ethnique, multinational et donc multilinguistique avec Sargon le Ier vers la fin du 24e siècle avant Jésus-Christ. Sargon le Ier, il existe plein de légendes sur lui, dont une des légendes bien connues qui est que il a été abandonné dans une corbeille, dans un ruisseau, une rivière, et qu'il a été récupéré par des personnes des servantes qui l'ont élevé. Donc c'est toute une légende qui sera répétée par ailleurs par d'autres écrits ultérieurs. Sargon le Ier, donc, marque pour la première fois la création d'empires multinationaux. Là, sur la carte que je vous présente là, c'est nettement après, c'est à peu près vers 1500 avant Jésus-Christ, où je vous montre 3 empires clairement définissables. L'Égypte d'un côté, l'empire mitanien de l'autre côté, et puis l'empire de Babylone. Tous ces États, puis ces empires, donnent l'impression d'être une sorte de processus pratiquement qui a l'air d'être irrésistible de la création d'empires. Et tout au long de l'agriculture, tout au long de l'histoire de l'agriculture, pendant des millénaires, il y aura des histoires de création d'empires de plus en plus grands, jusqu'à l'empire romain, les empires chinois, etc. Alors maintenant, je vais vous parler d'un aspect qu'il faut intégrer dans la création de royaumes et d'empires, c'est que même si la principale cause, c'est la croissance des populations, parce que c'est ça, c'est la croissance des populations, ce qu'il faut, c'est comprendre pourquoi, à partir d'une croissance de population, il va y avoir des structures nouvelles. Il avait été démontré que pour Homo sapiens, un groupe de 150 personnes était un groupe normal qui permettait à chacun d'établir des relations personnelles avec l'ensemble du groupe. Ça, c'est un sociologue qui avait défini le nombre dit de Dunbar. Pour les humains, 150 ou un peu plus, c'est la limite du groupe où chacun se connaît à titre personnel. À partir du moment où on commence à avoir des grands villages, voire des villes avec des milliers d'habitants, ça dépasse largement ce groupe. Les gens vivent dans un ensemble où la plupart des personnes leur sont inconnues. Donc, cette société d'inconnus va poser plein de problèmes. Si vous êtes toujours en face de gens que vous ne connaissez pas, comment vous pouvez leur faire confiance?
Et c'est cette problématique de la relation de confiance qui est certainement à l'origine de toutes les institutions et des premières institutions qui permettent aux gens d'avoir confiance lorsqu'ils discutent avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Dans une population, je vais prendre une population sumérienne, ils parlent tous sumérien, ils ont confiance parce que tout le monde parle sumérien, donc on est du même groupe, mais même du même groupe qui a quoi? Qui a la même institution, qui va avoir le même roi, qui peut se référer à quelqu'un quand il y a des disputes, quand il y a des meurtres, quand il y a tout type de problème qu'il peut y avoir, on peut trouver un intermédiaire qui va trancher, et qui va rétablir la confiance. Donc, les sociétés où on dépasse le nombre de Dunbar, des sociétés où on est par milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers, et parfois par millions, hein, ça aura lieu durant l'Antiquité, des hiérarchies doivent se construire qui permettent de rétablir l'institution. Des hiérarchies, donc des castes, des corporations. Il faudra un roi, des rois, des empereurs. Il va falloir que collectivement un partage des eaux puisse être décidé. Il peut être décidé globalement par les différents paysans, mais le plus souvent avec une instance qui finit par aider et à définir le partage des eaux. Dans ces grandes structures, il va y avoir des grands travaux qui seront mis en place. Les rois, les empereurs voudront faire des grands bâtiments, voudront laisser la mémoire de leur présence ou préparer leur tombeau, comme les pyramides et autres. Et tous ces grands travaux exigent des collaborations de nombre de personnes importantes, donc avec des hiérarchies, etc. Et le dernier point important de la croissance des populations, c'est que, et c'est lié à l'agriculture aussi, c'est l'accentuation de la division sexuelle du travail. Autant au niveau de l'homo habilis, et même avant, avec les australopithèques, il semble que l'évolution vers l'hominisation entraînait une baisse de des différenciations sexuelles, manifestement avec l'émergence d'Homo sapiens, de l'homme moderne, par la division sexuelle du travail, les différenciations sexuelles sont accentuées. C'est propre, c'est une des conséquences de l'agriculture. Alors, les 6 grandes révolutions agricoles. Donc, là, je vous montre un tableau général des 6 grandes révolutions agricoles. Je voudrais débattre de cette question de manière précise, parce qu'il y a un aspect précis, c'est que lorsque vous lisez des textes sur les révolutions agricoles, puisqu'il y en a, on vous parle régulièrement que ce qui se passe aujourd'hui, c'est la 4e révolution agricole. Moi, ma position, c'est la 6e. Et donc, je vais vous défendre pourquoi j'estime que c'est la 6e et non pas la 4e. La première chose, c'est que personne ne considère que le néolithique, c'est la première révolution agricole. Alors évidemment, si on considère que l'agriculture est apparue, puis voilà, elle est apparue, et puis ensuite, il y a eu une révolution en Antiquité, une au Moyen-Âge, bah, évidemment, on considérera que l'Antiquité, c'est la première, le Moyen-Âge, la 2e, et puis on va dire qu'au temps moderne, que ce soit 17e siècle ou 19, 20e, bon, c'est à peu près la même chose. Donc on va dire c'est la 3e, et on dira que maintenant nous rentrons dans la 4e. C'est quand même passé un peu rapidement sur les transformations qui ont eu lieu, surtout au Moyen-Âge, parce qu'au Moyen-Âge il y a une réelle révolution agricole, et puis au temps moderne, où quand même il y a une grande différence entre ce qui s'est passé du 16e au 18e siècle et ce qui s'est passé après le 18e siècle. Et ça, je vais vous l'exposer à partir de maintenant. Alors, la révolution agricole de l'Antiquité. La révolution agricole de l'Antiquité, c'est-à-dire, c'est une révolution agricole dont on peut... Difficile de vous dire quand est-ce qu'elle a commencé, hein, mais on peut dire que c'est quand même à partir de l'âge du bronze, âge du fer. C'est-à-dire, vraiment, à la fin du néolithique. On n'est plus au néolithique, on rentre dans l'âge du bronze et du fer, on est capable d'avoir une véritable métallurgie, et on va mettre en place des systèmes hydrauliques. C'est-à-dire que
sortant des lieux immédiats où avait eu lieu l'émergence de l'agriculture, donc cette première révolution agricole, des humains se déplacent et vont aller dans des lieux où ils sont capables d'accroître les productions et d'avoir des organisations très particulières. Et entre autres, Philippe Bocquéo, c'est bien ce qu'il explique dans son livre, entre autres, ils vont aller où? Ben, les endroits, quel est l'endroit idéal pour commencer à pouvoir faire vraiment vivre de manière ample, en faisant de la production agricole à grande échelle et en pouvant organiser des grandes populations. Ben, il faut avoir une source d'eau importante, donc il faut être à côté d'un fleuve, et de préférence un fleuve qui traverse des territoires relativement secs. Comme ça, pas de risque de marécage, pas de risque de maladie, etc. Vivre auprès d'un marécage, on a connu ça pendant des millénaires, dans tous les lieux où les gens vivent près des marécages, c'est des maladies incessantes liées à tous les moustiques, insectes, parasites qui vivent au bord de ces lieux d'eau non circulantes rapidement. Vous vivez au bord d'une île, hein, un grand fleuve qui traverse un désert, parfait. La Mésopotamie, avec le Tigre et l'Euphrate, c'est parfait. Vous avez deux fleuves qui traversent une zone relativement aride. Ben, si on trouve la même chose avec l'Indus, hein, le fleuve Indus, c'est là où s'est développée une civilisation assez rapidement. On trouve la même chose sur les fleuves, les différents fleuves, le fleuve bleu, le fleuve jaune, les deux grands fleuves chinois. On va trouver la même chose au Mississippi, puisqu'une civilisation, la civilisation du Mississippi, a pu se créer aussi avec des migrants, des personnes qui venaient des zones aztèques. En fait, la plupart des grandes civilisations antiques se sont toutes positionnées là où il y a de l'eau. Donc il va falloir maîtriser l'eau, maîtriser l'irrigation. Et cette révolution agricole antique est quand même importante, ça va être la maîtrise de l'irrigation. Donc canaux, etc. Alors en Égypte, c'est un cas un peu particulier, puisqu'on attend la grande crue, qui se déverse sur toute une grande surface. On attend que elle s'arrête, que tous les sédiments ont pu se répandre tout autour, et puis à ce moment-là, on se met au travail pour semer, et dans certains cas, d'ailleurs, continuer à faire des circuits hydrauliques pour alimenter en eau pendant tout l'été, pendant la saison sèche. Évidemment, au niveau technique, vous allez avoir des cordes, des poulies, des mortaises, des tenons, des attelages divers, et c'est la technologie, la technique de ces temps-là sont assez importants. La meule circulaire tournée par des ânes est inventée durant cette révolution agricole de l'Antiquité. C'est là qu'apparaît le premier grand système technique grec, hein, c'est-à-dire à partir du 8e siècle à peu près. Et on trouve l'équivalence en Chine, en Inde et dans les deux grandes régions d'Amérique. Donc c'est la révolution agricole de l'Antiquité. Ensuite, on va passer à la révolution agricole du Moyen-Âge. Parce qu'entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, finalement, il n'y a pas énormément de choses qui vont changer en termes techniques. Un aspect très important, c'est le passage du harnais de col au harnais d'épaule. Passer du harnais de col au harnais d'épaule, c'est-à-dire du harnais qui étrangle un peu l'animal au harnais d'épaule qui permet à l'animal de pousser de toute sa force, va changer la capacité à travailler des terres plus lourdes. J'ai oublié de vous dire que pour la révolution agricole de l'Antiquité, on restait toujours avec un système d'arère classique pour travailler le sol, tiré par des animaux à force très légère. Là, à partir du harnais de col, du passage de l'harnais de col à l'harnais d'épaule, on rentre dans un système où la traction est beaucoup plus efficace. Alors,
il faut rentrer dans les conditions de qu'est-ce que c'était que ce XIIe et XIIIe siècle. Cette révolution n'a pas lieu dans tous les endroits. Elle se développe surtout en Europe, parce qu'il fallait avoir de quoi labourer des terres lourdes, ce que n'avaient pas les autres régions du Moyen-Orient, d'Égypte, de l'Indus ou de Chine, où les sols étaient assez légers et n'exigeaient pas un labour lourd. Donc les harnais d'épaule nécessaires pour un labour lourd, ce qui a entraîné une sélection du cheval de force. Le cheval de force, on se demande comment il a pu arriver, c'est probablement lié issu à la chevalerie. C'est lié aussi à l'invention de l'acier. L'invention de l'acier, c'est à peu près le XIIIe siècle, avec le démarrage des premiers hauts fourneaux. On a besoin de plus en plus de métal. On développe la soudure, le travail du fer, les outils articulés en fer. C'est au XIIIe siècle en Europe que l'usage du fer civil dépasse l'usage militaire. Et l'invention de la charrue, qui retourne complètement le sol, et a lieu à cette époque-là. L'invention de la faux aussi. La stabulation, c'est-à-dire être capable de mettre les animaux en stabulation en un lieu, ou bien les rentrer le soir, à l'étable. C'est ce moment-là, c'est ce moment où on commence à utiliser les engrais animaux systématiquement pour engraisser les terres. Et puis c'est le démarrage des premières rotations avec jachère. Cette révolution, si on la compare à la révolution antique, la première chose vraiment importante à constater, c'est que la révolution agricole antique a eu lieu quasi partout, dans toutes les régions où il y avait de l'agriculture importante et d'importantes populations. C'est-à-dire que ça a eu lieu au Moyen-Orient, vallée de l'Indus, l'Égypte, la Chine, le pourtour méditerranéen. En fait, cette révolution antique s'est faite d'ailleurs sur au moins 2-3 000 ans au total, et sur des vastes régions dans le monde entier. À partir de la troisième révolution agricole, celle dont je viens de vous parler, là, déjà, en fait, on constate qu'elle n'a lieu qu'en Europe occidentale. Ce n'est pas le lieu ici d'expliquer pourquoi toute l'Europe avait les capacités de faire cette révolution, parce qu'à partir de cette époque-là, l'Europe ne fait pas que une révolution agricole stricte, elle démarre une sorte de révolution technique, dont je parlerai plus tard, je vous montrerai plus tard le rapport entre les révolutions agricoles et les révolutions globales industrielles de chaque époque. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la transformation de l'agriculture, après la révolution de l'Antiquité, c'est-à-dire à partir de la révolution du Moyen-Âge, tout se fait en Europe occidentale et uniquement en Europe occidentale. Alors, on peut avoir des discussions à l'infini pour dire « mais non, les Chinois ont inventé le labour avec même la terre qui se retourne et tout, bien avant les Européens ». Et quand on regarde de fait, oui, ils l'ont inventé bien avant, en utilisant, mais en n'utilisant pas de l'acier. Et ils étaient capables de faire du métal mais qui n'était pas assez solide et qui ne pouvait pas résister au retournement d'une terre lourde, parce que de toute façon, ils cultivaient dans des terres légères. Donc, au Moyen-Âge, on s'est heurté à des problèmes techniques que les autres n'avaient pas. Et c'est peut-être pour ça aussi que, devant résoudre un certain type de problème technique spécifique, on a fait cette révolution. Mais il faut ne pas oublier que les révolutions agricoles s'associent aux révolutions industrielles. En tout cas, au XIIIe siècle, l'usage du fer civil en Europe dépasse l'usage militaire. Il faut savoir qu'avant le XIIIe siècle, en gros, le fer, c'était pour l'armée. Et puis, de temps en temps, pour faire de la ferronnerie, des trucs comme ça. À partir du XIIIe siècle, la consommation de fer majeure est à destination du civil, et surtout de l'agriculture. Il y a eu même des calculs qui ont été faits par des historiens, comme
comme Mathieu Arnoux, qui calculait la quantité de kilos de fer finalement usés et lâchés dans les sols agricoles par le seul fait d'utiliser des charrues, d'utiliser des chevaux qui sont ferrés, d'utiliser des charrettes et autres avec dont les roues sont cerclées de métal, etc. C'est une époque où le fer commence à rentrer systématiquement dans l'activité agricole. Alors, maintenant, la première révolution agricole moderne, et là, je pourrais vous montrer quelques images spécifiques, c'est la charrue Brabant à double soc symétrique en rotation, avec l'élaborage en continu. L'intérêt de la charrue Brabant, c'est le fait de pouvoir labourer dans un sens, de revenir, d'inverser les socs et de pouvoir continuer à labourer en retournant la terre de la même manière qu'à l'allée. Avant l'invention de la charrue Brabant, le laboureur faisait labourer son champ sur une longueur, revenait sans labourer et relabourait sur la longueur suivante. Donc il y avait toujours un aller de labour et un retour sans labour. Là, aller labour, retour labour. Ça, c'est l'intérêt de la charrue Brabant. Donc on passe 2 fois moins de temps à labourer. On fait du labourage en continu. On commence à maîtriser les techniques agronomiques, les rotations, les assolements. On comprend l'intérêt de ne pas toujours cultiver la même chose pour maintenir la fertilité des sols. Autrement dit, la préoccupation de la maintenance de la fertilité des sols, c'est vraiment une préoccupation de cette première révolution agricole. Dans les systèmes antiques, on faisait confiance, si je puis dire, aux crues, qui rajoutaient des sédiments, ou aux variations annuelles de débordement, et on retrouvait la fertilité des sols. Mais toute exploitation ou surexploitation sans réfléchir au retour de la fertilité des sols appauvrit les sols, et le pourtour méditerranéen est plein de sols et de lieux où on voit bien qu'on a fait du surpâturage, de la surexploitation. Alors la mécanisation avec la traction chevaline a pour conséquence qu'il faut faire une révolution fourragère. Et si on commence à systématiquement labourer avec une traction aux chevaux, ça veut dire qu'on a besoin des chevaux, hein. On a besoin des animaux. On va avoir besoin aussi des bœufs, les chevaux et bœufs, pour tirer les charrettes, pour transporter les foins, transporter les céréales, l'accroissement de les populations dans les villes, pour nourrir les villes, il faut transporter tout ça. Donc il va falloir avoir plus d'animaux à nourrir. Et donc c'est une révolution fourragère, on doit produire aussi pour nourrir les animaux. Les rendements les rendements de la moisson sont très légèrement accrus, pas tant que ça en fait, quand on regarde de près, quand on calcule, on se rend compte que les rendements dépassent pas beaucoup ceux par exemple de l'Égypte antique, où les rendements les plus élevés étaient atteints. Mais par contre, on joue sur le rendement du battage, par exemple. On récolte le froment, le battage, les rendements sont meilleurs. On travaille le sol de manière plus adaptée, donc meilleur semis, meilleur rendement, meilleur battage. Les fertilisants animaux sont utilisés systématiquement. Et puis, dans cette première révolution agricole, ça va être les tests, si je puis dire, de la machine à vapeur, mais qui vont être très très lents. Parce que on commence à connaître la machine à vapeur. Quand on essaie de la faire marcher, c'est surtout pour le battage, parce que c'est des machines très lourdes, on ne peut pas les transporter dans les champs. Et la révolution agricole suivante, c'est la révolution du XXe siècle. Alors, il faut bien comprendre que toutes ces révolutions sont associées à des révolutions intellectuelles, techniques et industrielles. Remarquez quand même que à partir du moment où on rentre dans les temps modernes, je viens de vous parler, c'est la culture attelée lourde, bœuf puis chevaux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette révolution-là s'appuie sur une révolution plus large, une révolution quasi industrielle. L'écriture est apparue.
les informations circulent, les sciences se développent, et on commence à, même si les sciences se sont pas beaucoup préoccupées d'agriculture au début, c'est le moins qu'on puisse dire, c'était plutôt l'astronomie au début, la mécanique, les grandes découvertes, les bateaux, il y a eu l'optique, la microscopie. Puis progressivement, on s'est intéressé bien sûr à la biologie au vivant et on a commencé à s'intéresser à l'agronomie proprement dite. Donc les premiers agronomes, c'est le XVIIe siècle à peu près. Et maintenant, donc, les temps modernes, les temps vraiment modernes, c'est-à-dire moi ce que j'appelle la 4e révolution agricole, c'est le démarrage, c'est vraiment le démarrage des outils industriels dans l'agriculture. La 2e révolution agricole, moderne, donc à ce moment-là, on arrive à la 5e, qui a commencé le dernier quart du 19e siècle, c'est vraiment la découverte des découvertes multiples. Découverte des engrais, le concept scientifique d'engrais, qu'est-ce que c'est qu'un engrais et pourquoi il existe de l'azote, du phosphore, pourquoi l'azote et le phosphore sont nécessaires et de manière très différente. Ça, c'est des découvertes qui ont eu lieu progressivement, qui ont demandé une centaine d'années de recherche. La motorisation à la technologie, les moteurs à vapeur, évidemment, ont été très utilisés. On a commencé à faire le battage avec des moteurs à vapeur dès le 19e siècle. On savait au 18e siècle faire du battage ou bien moissonner avec des chevaux. La génétique, on a appliqué la génétique dès le début du XXe siècle, on a réellement appliqué la génétique à la création variétale, on a découvert les phytosanitaires, les progrès de l'agronomie avec les systèmes de culture se sont mis en route vraiment au XXe siècle, même si, avec Olivier de Serres, au XVIIe siècle, on commence à réfléchir à l'agronomie. Vraiment la maîtrise de l'agronomie, les approches agronomiques systématiques, avec le concept de système de culture, apparaît quand même vraiment qu'à la fin du 19e et au 20e siècle. Et puis, la biologie appliquée à la création variétale, création de nouvelles espèces. Ça, c'est la révolution vraiment du 20e siècle, où on voit des nouvelles espèces, du triticale, par exemple. J'espère que vous avez entendu parler des triticales, des brugnons, les agrumes qui arrivent, et des nouvelles domestications végétales et animales, très peu animales, hein, je pense à l'autruche, mais le lapin était déjà domestiqué tout à fait au XVIIIe siècle. Mais globalement, il y a une internationalisation avec l'utilisation des espèces dans différentes de pays en pays. Alors, certains séparent cette révolution en deux, hein, parce qu'ils séparent l'aspect chimique, biologique, de l'aspect mécanique. Alors, maintenant, je vais vous faire quelques remarques générales sur les révolutions agricoles. Hein. J'ai été très vite, hein, je vous ai parlé de ces révolutions agricoles très rapidement. Si vous voulez vraiment les étudier de près, on verra, il existe des ouvrages. Mais leur caractéristique, c'est qu'elles sont toutes précédées de nombreuses innovations techniques convergentes sur une durée importante. C'est-à-dire, il y a eu de nombreuses innovations qui ont dépassé largement l'agriculture. Par exemple, le néolithique, entre 2000 et 3000 ans, il y a eu les 1000 ans pour l'Antiquité, correspondent à des transformations techniques. Et puis, on voit ça pour chaque révolution agricole. Il y a un deuxième aspect qui est assez étonnant, mais qui est intéressant parce que c'est une remarque qui est générale
sur toute l'évolution de l'humanité. En gros, le néolithique a demandé un minimum de 2 à 3 000 ans, minimum. L'Antiquité s'est mise en route, s'est mise en place à peu près en 1000 ans. Il a fallu 3 siècles pour le Moyen-Âge, 150 ans pour la révolution des temps modernes, et 70 pour celle du XXe siècle. Donc on voit une accélération. Donc elles se sont toutes étalées dans le temps. Il y a une grande inertie pour leur généralisation, mais il y a une accélération de révolution en révolution. Et une caractéristique des révolutions agricoles, c'est que elles s'additionnent les unes derrière les autres et ne remplacent pas complètement les précédentes. Aujourd'hui, sur cette planète, nous avons encore des chasseurs-cueilleurs et nous avons encore des régions du monde qui sont de la première révolution, de la troisième, quatrième, cinquième, sixième. Cinquième. La sixième, j'en ai pas encore parlé. Toutes les révolutions agricoles correspondent à des révolutions de civilisation, des transformations de civilisation, sans exception. Elles sont concomitantes de révolutions techniques générales, de changements de système technique. Elles s'appuient sur de nouvelles sources d'énergie. Elles ont lieu au début de l'épanouissement d'une nouvelle forme de civilisation, toujours. Chaque révolution agricole, il y a une nouvelle civilisation qui se met en place. Apparition des structures villageoises, néolithiques, empire agraire, vraiment la révolution antique. Moyen-Âge européen, le développement civil, c'est vraiment le démarrage, c'est l'ouverture à la Renaissance et à la Renaissance. La Renaissance qui précède la première révolution strictement industrielle. Et cette première révolution industrielle correspondant à la révolution agricole de l'époque. Et la mondialisation du XIXe siècle, c'est la deuxième révolution industrielle. Donc on voit très bien les transformations civilisationnelles industrielles et les transformations agricoles qui marchent ensemble. On peut faire un lien d'ailleurs entre système technique agricole et structure des villes et organisation de l'espace. On pourrait faire une conférence entière sur ces problématiques-là. Un autre aspect important qui vaut la peine de maintenir, parce que c'est vrai pour les temps modernes, c'est que les révolutions agricoles sont toujours construites avec des lois. Les premières structures étatiques qui édictèrent des lois, on les connaît, c'est les lois sur l'agriculture de Sumer, d'Égypte et d'Athènes. Les lois de Solon sont très bien connues, partage de l'eau, aménagement du foncier, contrôle des marchés, contrôle de l'endettement, éradication du chômage. Il faut savoir qu'aucune structure moderne à ce jour n'a su échapper sans entraîner pénurie, inégalité, chômage, voire famine, sans bien contrôler ces 5 aspects-là. L'agriculture a été et sera toujours, je pense, très réglementée. Donc il ne faut pas s'étonner si on trouve plein de réglementations aujourd'hui. L'agriculture a des conséquences. Et là, je vous montre un beau tableau sur la population humaine, sur les populations humaines. Et ce que vous voyez, c'est que quand on regarde la croissance des populations humaines sur une échelle dite log-log, c'est-à-dire que quand vous regardez par exemple, on a ordonné la population, vous voyez que on met des barres égales entre 1 million, 10 millions, 100 millions, 1 milliard, 10 milliards. Et que en année, ça va être pareil. On va mettre des séparations identiques entre de moins 100 000 à moins 10 000 à 1000, 1, 10 000, 100 000. Donc on fait des séparations égales physiquement chaque fois qu'on multiplie par 10. Et on voit alors la courbe de la croissance démographique. Et là, cette courbe de croissance démographique change complètement. Parce que si vous ne faites pas comme ça, vous faites année sur habitant, vous allez avoir une magnifique courbe exponentielle. Voilà, bon, ça vous dit rien, ça vous dit seulement que la population humaine a passé son temps à croître. Là, ce que vous voyez tout de suite sur ce tableau, c'est qu'il y a des moments où la population croît et des moments où elle est un petit peu en stabilisation. Et chaque fois que la population humaine traverse une courbe de croissance, chaque fois, c'est parce qu'elle a accès à soit plus d'espace, soit plus d'énergie.
Et on voit très clairement, par exemple, que la dernière croissance que vous voyez tout à fait à droite du tableau, ben c'est la croissance liée à l'apparition des énergies fossiles qui vont être injectées en masse dans l'agriculture. Et chaque fois que vous voyez une grande croissance, dites-vous, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, révolution antique, révolution de ceci, révolution de cela, et puis ici la dernière révolution. Et je terminerai là, cette séquence un peu longue, en vous indiquant qu'aujourd'hui, on peut détecter 6 grands secteurs dans la production agricole. Les grandes cultures, d'un côté, céréales, oléagineux, protéagineux. Les grandes cultures techniques, coton, lin, chanvre, jute, c'est-à-dire en gros les grandes cultures qui permettent de s'habiller, mais on pourrait y rajouter d'ailleurs aujourd'hui l'EVA. L'horticulture et le maraîchage, fruits, légumes, fleurs. L'arboriculture fruitière, les rosacées, les agrumes, l'olive, les noix, etc. La viticulture. Et puis la sylviculture, bois de chauffe, de menuiserie, ingrédients. Et on peut hésiter à chaque fois, où est-ce qu'on met l'EVA d'ailleurs à chaque fois, où est-ce qu'on met l'huile de palme. C'est dans la sylviculture, c'est dans les grandes cultures techniques. Bon. De nouveaux secteurs sont actuellement émergents. La production d'énergie, vous avez dû en entendre parler aujourd'hui, on cherche à avoir des plantes énergiques pour produire de l'énergie. Et puis évidemment, la chimie, la pharmacie, les cosmétiques. On a commencé à comprendre que beaucoup de nos médicaments pouvaient venir d'extraits de plantes et que parfois, faire de l'extraction de plantes pouvait être une source importante. Donc la production de plantes pour la chimie, la pharmacie, la cosmétique, comme pour l'énergie, sont deux nouveaux champs qui sont en croissance. Voilà, j'en ai fini pour cette 4e épisode et j'espère, parce qu'elle est très chargée, que vous avez réussi à suivre et avec plaisir. Et je vous attends pour la prochaine fois, lors du 5e épisode.